Est-ce que ça marche? Oui, elle s'excuse, elle ne pouvait pas venir suite à un empêchement personnel. Mais par exemple, il faut savoir que chez Digital for the Planet, 70% des effectifs sont féminins. Donc sur ce sujet-là, il y a beaucoup de femmes qui décident de le porter. Et on est très ravis de t'avoir aussi avec nous, c'est pas contre toi. Merci pour l'invitation. Et donc, mais je veux quand même commencer avec toi, parce que ça fait des années qu'on entend que grâce au digital, on peut faire une transition beaucoup plus durable. Au lieu d'acheter des CD comme je faisais quand j'étais petit ou des DVD, tout vient par streaming. Au lieu de fabriquer en masse et puis livrer à l'autre bout du monde avec l'impression 3D, là on peut produire exactement selon les besoins. Et donc on entend parler ces discours depuis des années que grâce au digital en fait on est beaucoup plus écologique. Et là vous venez, Digital for the Planet, et vous dites en fait non. Où est le problème? En effet, moi à la base, j'étais pas du tout dans le numérique, etc. J'ai fait des études de com, j'ai bossé chez Havas et je suis économiste de base. Et en fait, plus j'ai commencé à me renseigner, et notamment Inès a commencé à se renseigner sur l'impact énergétique et écologique lié au numérique, plus en fait on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très très polluant. Il faut savoir que le numérique, quand on parle de pollution numérique, on va avoir trois piliers, entre guillemets, trois phases. Une phase dans la conception des produits, ordinateurs, smartphones, etc., qui sont très très gourmands en métaux rares. Et puis, il faut surtout savoir que le smartphone, avant de l'avoir en poche, il a quand même fait plusieurs fois le tour du monde. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui est autour des usages. Je ne sais pas si vous savez qu'un mail, c'est polluant. Un mail avec une pièce jointe d'1 méga, c'est 18 grammes de CO2. Une requête Google, c'est 8 grammes de CO2. Là, récemment, il y a une étude qui est sortie. Il faut savoir que la consommation énergétique de YouTube est équivalente à la consommation d'électricité d'une ville de plus de 150 000 habitants. Et justement, on avait des youtubeurs ici tout à l'heure, et on leur a posé cette question. Ils parlent de leurs idées écologiques, mais ils restent sur une plateforme existante. Exactement. Mais comme le disaient auparavant les intervenants, en fait, ces acteurs-là savent qu'ils sont énergivores, mais ils commencent quand même à essayer de travailler sur cet impact-là. Et donc, on a cette deuxième phase, et on a aussi une troisième phase qui est dans le recyclage des D3E, qui est très très mal fait, et qui fait aussi écho et sens à la première phase de production. Pourquoi? Parce que ces métaux rares, en fait, il faut le savoir, c'est des métaux qu'on utilise aussi bien pour la technologie, le numérique, mais aussi bien pour le photovoltaïque, les éoliennes. Et, par exemple, la Chine domine à 95% le marché de ces métaux. Et donc, on va avoir en fait un vrai problème d'indépendance énergétique, alors que depuis 50 ans, la France est indépendante énergétiquement. Elle ne demande rien, justement, elle l'exporte. Et donc c'est pour ça que ce travail autour du recyclage, ou en tout cas de la réflexion sur quel second usage, quelle fin de vie pour mon outil, pour mon ordi, mon smartphone, est extrêmement importante pour nous redonner un peu d'indépendance, de légitimité énergétique. Et donc du coup, la transition vers le digital a ses impacts positifs, mais avec une empreinte assez importante. Mais il y a des solutions. Et ça m'amène vers toi, Vianney, parce que vous avez trouvé une solution au moins partielle pour que notre consommation de portables ne soit pas aussi grave. Comment ça fonctionne? Ouais, donc moi je suis le cofondateur de Back Market, qui est une place de marché qui vise à convaincre les consommateurs d'acheter des produits remis à neuf au lieu de les acheter tout neufs. Et en fait, on se glisse un peu dans le premier et le troisième de tes piliers. Le premier, c'est en fait, on surfabrique aujourd'hui des appareils électriques et électroniques. Je crois qu'on en vend en France 7 milliards par an. 7 milliards. Ouais, c'est une déferlante d'appareils. 7 milliards, je veux qu'on capte ces chiffres. Ouais, je vous mets dedans aussi les épilateurs en même temps que les smartphones et les tablettes. Hein, mais il y a quand même un vrai sujet de surfabrication. Et aujourd'hui, sur la thématique du recyclage, on n'a pas de circuit optimal pour recycler, pour prendre en charge ces produits en fin de vie. Et il y a notamment une étape en fait, entre les deux, entre le moment de la fabrication et le moment où le produit arrive vraiment en fin de course, qui est une étape de la réparation ou du reconditionnement, que nous, on essaye de promouvoir. L'objectif étant en fait on ne va pas se substituer à l'appareil puisqu'il existe, il a déjà été fabriqué. L'idée, c'est plus d'en allonger la durée de vie pour allonger l'impact environnemental et social de l'appareil dans le temps, en lui donnant une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième vie avant qu'il arrive dans des circuits classiques de recyclage. Donc potentiellement, si tout le monde utilisait Back Market, ça réduirait à combien le nombre d'appareils
les 7 milliards dont tu as parlé en France? Est-ce que tu as une estimation de ce que ça pourrait avoir comme impact? Nous, on a beaucoup d'ambition. Je pense que tu as besoin de trouver un équilibre entre de la fabrication d'appareils neufs, puisqu'il y a des usages et il faut y répondre. Après, aujourd'hui, il y a une disproportion entre... Enfin, on surproduit, quoi. Moi, ça m'excite beaucoup à titre personnel de faire de la déproduction sans forcément que ça passe par de la déconsommation. Mais en termes d'objectifs de consommateurs, je pense que nous, on a beaucoup d'ambition et on pense que la révolution du reconditionné, on peut la monter très haut dans les usages, quoi. Il pourrait y avoir pour un produit neuf vendu, un produit reconditionné sur le marché. Sur le marché de l'occasion de la bagnole, par exemple, il y a eu cette inversion encore plus radicale. Je crois que ça doit être 20% de neuf et 80% de l'occasion, la voiture. Ou en tout cas, on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc il faut faire la même révolution sur les appareils électriques et si je électroniques. peux résumer, votre solution est sur le volume et la taille. Ce n'est pas un changement systématique dans le sens... C'est un changement systématique sur la façon de consommer, mais on va continuer de fabriquer des portables. Ça, c'est... Ouais, on en a besoin. Après, la vraie révolution, enfin le vrai impact, il a lieu sur ce moment de la fabrication. Et finalement, on ne demande pas trop d'efforts aux consommateurs, nous. C'est-à-dire que tu peux quand même te faire plaisir en achetant un iPhone 8, passant du 6S au 8. Le seul truc, c'est que c'est plus intéressant de le faire en l'adoptant remis à neuf plutôt qu'en l'achetant tout neuf à l'Apple Store, quoi. Noté. Donc Ferdinand, ici on sort un peu de la consommation, on parle plus de l'utilisation. Une des actions les plus fréquentes qu'on fait quand on est sur Internet, c'est la recherche. C'est devenu même un verbe, on Google, plutôt en anglais, we're going to Google it. Et donc, vous venez, Ecosia, et vous dites, on n'est pas obligé de googler, on peut faire différemment. Pourquoi ne pas utiliser Google et qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Exactement, donc vous pouvez googler sur Ecosia, ça marche aussi. Donc, alors, qu'est-ce que c'est Ecosia? Alors, Ecosia, c'est un moteur de recherche, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est comme Google, justement. Sauf que la vraie différence, c'est que on est une entreprise à mission. Ça veut dire que l'argent que vous générez quand vous cliquez de temps en temps sur des annonces est utilisé pour planter des arbres dans le monde, en gros pour régénérer les écosystèmes. Actuellement, c'est à peu près 60 millions d'arbres qu'on a plantés. Il y a 30 000 personnes dans le monde qui bénéficient de notre soutien pour régénérer leurs écosystèmes. 60 millions d'arbres en combien d'années? Alors ça a démarré en 2009, ça a pris un pas mal de temps, mais là, tous les ans, rien que cette année, on va en planter 50 millions de plus. Et explique-moi alors juste comment un moteur de recherche plante des arbres. C'est juste parce qu'on se dit, c'est un outil, d'accord, qui génère de l'argent. On prend cet argent pour faire du bien. C'est aussi bête que ça. Toutes les entreprises peuvent le décider demain si elles le voulaient. Donc en fait, vous êtes un moteur de recherche, il y a de la pub comme n'importe quel autre moteur de recherche, il y a toujours des résultats, ce qu'on appelle organiques, et ceux qui sont subventionnés. Vous êtes payé pour ces genres de pubs, et puis avec cet argent, vous allez planter des arbres. Exactement. Est-ce qu'il y a des sélections éthiques de pub? Si je suis, tout à l'heure, il y avait une question sur Total. Si Total veut acheter la place publicitaire sur Ecosia, vous faites quoi? Alors, il y a une stratégie qui est, on veut être un outil grand public. Donc, l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde. Tous ceux qui peuvent être ici, vous pouvez essayer, c'est gratuitement. Si vous n'aimez pas, vous repartez sur Google, c'est pas grave non plus, mais au moins vous aurez essayé. Et pour être grand public, dans un premier temps, il faut ressembler le plus à ce qui se fait déjà, Google. Sinon, on effraie les gens qui ne sont peut-être pas encore tellement engagés dans l'écologie. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment envie d'embarquer tout le monde par un tout petit geste. Donc pour l'instant, tout le monde peut faire des pubs dessus. Après, c'est plus, nous, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va proposer des alternatives de plus en plus. Donc je parlais tout à l'heure qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble parce que je crois qu'il y a vraiment des trucs. Bon, avec Inès, on bosse déjà, voilà, donc c'est vraiment nous. Après, on a une capacité, par exemple, sur le moteur de recherche que vous connaissez très bien, d'afficher, par exemple, un vol Paris-Toulouse. Vous tapez ça, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais nous on aimerait un jour afficher, pourquoi pas utiliser le train, c'est 2 heures de plus, mais vous allez dépenser tant de CO2 en moins. Donc ça c'est des choses qui sont... Donc là ça serait déjà notre modèle, vous ne savez pas payer pour ça, mais ça serait votre influence sur l'utilisateur. Mais c'est des partenariats aussi. Par exemple, si la SNCF accepte ce genre de partenariat, nous on peut dire en plus de consommer ou de dépenser moins de CO2, nous, avec ce partenariat, grâce à ce partenariat, on va planter des arbres. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. Alors, pause technique, vous voyez ça? Ça, c'est ma tablette. Ça, c'est la page question. Et c'est vide.
Et donc, devant vous, c'est le meilleur panel de la journée, à mon avis. Si vous avez des questions, je regarde et je vais leur poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Si vraiment vous n'utilisez pas Slido, vous levez la main. Il y a aussi des microphones. Mais sinon, moi, je continue, j'ai tout le temps. Et donc, je veux vous poser une autre question sur les scale-up. Parce qu'en fait, vous êtes en concurrence avec les compagnies les plus puissantes sur la planète. Que ce soit Apple et Huawei et Samsung dans ton cas, que ce soit Google et Microsoft dans ton cas. Et aujourd'hui, bon, vos chiffres sont très impressionnants, mais ça reste un promille par rapport au marché digital. Est-ce que vous pouvez vraiment faire concurrence contre eux? Est-ce que votre croissance serait assez vite pour faire face aux défis? Je réponds. Vas-y. Le premier truc, c'est super en fait de se battre contre des gros, genre Apple, Samsung et tout. Enfin, moi, c'est un des trucs qui motivant, m'a. Ouais, exactement. Enfin, quand tu lances ta boîte, que t'es que 3, tu vas voir des gens, personne t'écoute parce que c'est pas très intéressant, juste une idée avant qu'elle fonctionne. Mais ça donne une énergie de dingue que de se dire, au début tu commences par Darty, puis après tu as un peu grossi, donc tu dis allez le suivant ça va être Amazon ou des trucs comme ça. Donc ça donne vraiment un drive. Après, je pense que nous, le modèle en tout cas de Back Market, il est hyper agile. C'est un modèle de marketplace, donc en gros on connecte un appareil industriel mais qu'on ne gère pas nous avec des consommateurs et ça nous permet d'aller très vite, de proposer très vite des centaines de milliers de produits dans plusieurs géographies. Aujourd'hui, on est dans 6 pays. Et donc, en fait, vous reprenez un peu les modèles lean, enfin, je ne veux pas utiliser des buzzwords de start-upper, mais vous prenez les modèles qui fonctionnent chez Amazon et vous les appliquez à votre boîte. Et assez vite, vous vous retrouvez en situation, peut-être pas de concurrencer, mais en tout cas de proposer une alternative crédible, sérieuse et d'envergure, quoi. Mais étant dans leurs ressources de pub, leurs ressources d'être présents, on a vu des stands, même ici, des compagnies actuelles qui dominent le marché. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Après, il faut faire confiance à l'intelligence du consommateur. Puis vous avez une proposition de valeur. Chez nous, elle est très claire. C'est 2 fois moins cher que le neuf, avec le même niveau de qualité qu'un appareil neuf. Bon, une garantie, je ne sais pas ce que tu l'as dit. C'est garanti, 6 mois minimum. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est parce que vous avez un produit qui est intéressant à vendre et à acheter. Du coup, tu es optimiste pour. Tu n'as pas peur des grandes compagnies de. Non, et même de au Silicon contraire. Valley. Nous, notre posture par rapport à ces géants du neuf, que ce soit des distributeurs ou des constructeurs, elle a vachement changé. Au début, c'était vraiment l'ennemi qui ça nous amusait d'être un peu la mouche qui vient énerver l'éléphant. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ces constructeurs-là ou distributeurs voient qu'il y a un marché. Aussi, on en révèle la valeur, nous, avec Back Market, mais ils voient qu'il y a un marché, des usages, des consommateurs qui ont envie de ces produits, et ils se mettent à reconditionner eux-mêmes, en fait. Donc les reconditionneurs ne sont pas nécessairement les constructeurs de demain, mais il y a aussi l'inverse, des constructeurs qui se mettent à reconditionner leurs appareils pour préserver de la valeur économique, parce que c'est aussi des entreprises qui veulent faire de l'argent. Donc il faut montrer qu'il y a un marché, c'est ce qu'on est en train de faire. Ferdinand, la bataille contre Google, ça te motive, ça t'excite? Pas du tout. C'est En pas un fait, peu m'en fous. Sisyphus qui essaye de monter sur la montagne? J'ai pas le temps en fait de me prendre la tête à me battre contre je sais pas qui. C'est qu'il y a une urgence climatique. On a trouvé un outil qui permet d'agir à grande échelle déjà dans notre cadre parce que c'est déjà l'impact, on le voit au quotidien avec des milliers de gens qui peuvent survivre dans des pays qui sont très touchés par le réchauffement climatique. Moi, je te parlerai plus d'espoir. C'est-à-dire, c'est que si demain Google décide de faire pareil que nous, j'ai peut-être plus de taf, mais génial, quoi. Tu vois, je trouverai autre chose à faire, moi. Il n'y a aucun souci. J'entends un challenge. Hein. Ils ont leur Et stand en bas. mais je les dire challenge bonjour. tous là. Je veux dire, regarde ici, on a une allée Better Life Avenue. Si ça c'est Better Life, c'est quoi tout le reste là-bas? Et ça me rend dingue. Et c'est ce challenge que j'aimerais lancer à ces entreprises-là, de se réveiller, de mettre leur ego de côté et de dire qu'on est tellement plus heureux quand on prend vraiment soin des gens et du monde dans lequel on vit, parce que sinon on va finir dans des grands halls avec l'air climatisé et qu'on n'aura plus de possibilité d'aller dehors. Et ça, moi, j'ai pas envie de le vivre. Donc moi, c'est un challenge très... Je veux dire, putain, on s'y met, il y a beaucoup de joie à vivre là-dedans, à co-construire vraiment quelque chose. Voilà, et qu'on n'a pas besoin d'avoir 70 milliards d'euros sur une banque en Irlande pour être heureux dans sa vie. On peut aussi en avoir que 10 et mettre les 60 autres milliards pour aider les gens qui en ont besoin. Alors, comme on se connaît depuis des années, voilà, disclaimer, nous deux, je me permets de t'embêter un peu et de te mettre mal à l'aise. Je sais que votre moteur de recherche est basé sur le moteur de recherche de Microsoft. Microsoft ne plante pas des arbres.
Et donc, pour simplifier, j'ai dit vous êtes face à face à Google, mais en fait, vous utilisez aussi les moteurs principaux pour votre modèle d'existence. Donc, il n'y a pas un paradoxe là-dedans d'utiliser Microsoft d'un côté et puis dire non, mais il faut utiliser un autre moteur de recherche qui est plus responsable? Bien sûr. Alors, tous les moteurs de recherche alternatifs, que ce soit Lilo, Quant, il y a tout le même partenaire derrière. Parce qu'aujourd'hui, si on veut fournir un service de qualité à la hauteur de Google, démarrer à zéro, c'est juste impossible. Ok. Donc on a la chance que justement Bing permet d'avoir des résultats de recherche à la hauteur. Voilà. Est-ce que c'est un paradoxe? Oui. Est-ce que c'est la solution parfaite qu'on vous propose? Non. Si quelqu'un ici a la solution parfaite, unique pour lutter contre le réchauffement climatique, dites-le moi. C'est plutôt de dire oui, on a tous des paradoxes, mais on ne s'en cache pas, on est transparent là-dessus, on publie nos rapports d'activité. Ouais. Et qu'encore hier, moi j'étais avec une des vice-présidentes de Microsoft, et elle m'a écouté parler avec la même énergie que je vous parle là. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien, on va voir. Ouais. Mais peut-être il y a un tout petit truc qui lui a fait dire que ce qu'on est en train de faire vaut le coup d'être fait. Et peut-être qu'un jour, Microsoft va se réveiller et dire « Ok, on s'est planté ces derniers temps, il faut vraiment qu'on bouge ». Peut-être. Donc je garde toujours espoir dans l'être humain par rapport à cet éveil. Quoi. Je veux juste quand même compléter, je trouve ça, c'est hyper juste. Après, je pense que c'est compliqué d'attendre de ces boîtes-là, d'avoir une sorte de crise morale, de se réveiller et de se dire, ok, du jour au lendemain, il faut qu'on fasse le bien. Enfin, il faut trouver un équilibre. Je trouve que ce qui est cool avec Ecosia ou avec ce qu'on essaie d'installer nous avec Backmarket, c'est que tu montres aussi qu'il y a un business model valide, quoi. Tu montres que il y a une manière de continuer de faire du business, c'est-à-dire c'est pas de l'anti-business, mais il y a un marché, il y a de l'argent à se faire, et en fait tu parles à des entreprises, donc elles ont un logiciel qui fonctionne avec l'argent, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à installer et démontrer. Le business c'est pas ça, la tech c'est pas ça, il faut juste le faire d'une façon plus consciente, plus responsable. Ouais, et juste puis c'est bien. Ouais, peut-être un peu moins gris. Voilà, je reviens vers toi Anthony parce que je commence à regarder des questions et justement, oui, réagis d'abord. Je vais juste rajouter un autre truc. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et il faut surtout ne pas oublier un truc, c'est que ces grandes entreprises, etc., sont cotées en bourse. On l'a vu l'année dernière avec Facebook qui a perdu quasiment un tiers de sa valorisation avec un scandale. Il ne faut juste pas oublier que le vrai pouvoir, c'est le consommateur qui l'a. Et à partir du moment où, c'est ce qu'on fait, ce que fait Backmarket, ce que fait Ecosia, ce qu'on essaye de faire, ce que font d'autres acteurs, c'est à partir du moment où il faut comprendre que le numérique, c'est une nébuleuse. C'est-à-dire qu'il y a un milieu avec des sachants, des experts, et le reste du peuple. C'est une vérité, comme toute ancienne révolution industrielle. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que comment on donne l'accès à l'information, comment on vous donne les moyens de vous informer. Typiquement, quand vous achetez un smartphone, il n'y a pas écrit au dos les provenances des différents métaux, etc. Si on vous donnait cette information, je pense que certains d'entre vous essaieraient d'acheter plus responsable. Et c'est un peu cette logique-là qu'il faut essayer d'inclure, notamment sur tous les nouveaux développements technologiques, parce que là, on parle de... Est-ce qu'il y a des projets de loi de faire ça? Parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Yuka, où sur chaque produit alimentaire, on sait ce qu'il y a dedans. Pourquoi on ne devrait pas avoir le droit, comme consommateur, de savoir ce qu'il y a dans mon appareil? Nous, on essaye de pousser ça auprès des deux secrétaires d'État. Vous faites du lobbying aussi? Ouais, on est obligé de faire du lobbying. Alors, c'est du lobbying éthique, entre guillemets, parce que c'est un gros mot, mais bon, dans ce cas-là, c'est plutôt éthique. Mais oui, il faudrait qu'il y ait une loi qui juste donne la provenance, parce que quand on sait que tels outils requièrent des métaux qui viennent du Congo, etc., et extraits par des gamins de 6 ans, parce qu'on a reproduit la filière du diamant pour les métaux rares, en fait, je pense que vous ne pourriez pas acheter ces smartphones avec cette information-là. Et aussi, voilà, l'utilisation de Google, savoir que c'est polluant, etc., que de laisser ces 18 onglets ouverts, parce qu'on se dit je vais revoir la page alors que pas du tout, plutôt mettre en favori. En fait, il y a vraiment, on est dans une société où Internet était la promesse d'un accès facile à l'information, et moi après c'est ce que j'observe, et peut-être que je me trompe, mais en fait j'ai l'impression que cet accès il est de moins en moins vrai. Vraiment. C'est-à-dire que quand on veut chercher une info fiable, et c'est le paradoxe avec les fake news, etc., sur ces sujets-là, on n'a pas accès à cette information. Alors, on est très ravis de t'avoir avec nous parce qu'il y a justement des questions. Quoi d'autre on peut faire? Et je veux bien, on a plein de questions. Là, j'ai un problème parce que je promeux Slido, j'ai plein de questions. Et donc, on va revenir vers vos modèles de business, mais peut-être pour élargir sur juste la question de moteur de recherche et la consommation de digitaux,
Une question peut-être pour toi, Anthony. D'autres choses qu'on peut faire, moi, à titre personnel, le petit consommateur, au quotidien. Je vous rappelle qu'il y a aussi des sondages au Slido de la résolution, ce que j'ai appelé la résolution VVTech. Qu'est-ce que moi, je peux faire au quotidien à partir de demain? Il y a plein de gestes au quotidien pour limiter son impact. Déjà, utiliser Ecosia, c'est déjà Et peut-être commencer. pour réduire un peu la question, on ne va pas parler de recyclage et tout ce qu'on peut faire, mais par dans exemple, l'aspect digital. au quotidien, dans votre quotidien professionnel ou même personnel, nettoyez votre boîte mail avec CleanFox. Ou typiquement, si je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui éteignent leur box avant de partir au travail ou avant de se coucher? Est-ce qu'il y en a qui le font? Pas la majorité. Il faut savoir que la consommation électrique des box en France, c'est l'équivalent de la production d'une demi-centrale nucléaire. Et qu'il y a une étude qui a été faite, si juste on a ce geste au quotidien d'éteindre sa box avant d'aller au travail et avant de se coucher, ça permet de réduire sa facture d'électricité entre 8 et 16 euros. Ça, c'est un geste simple et c'est du gain de pouvoir d'achat en plus. J'espère que quelqu'un les rajoute sur notre liste de résolutions, ce que tu viens de dire. Donc voilà, votre consommation de streaming, on ne parle pas du streaming, mais le streaming c'est extrêmement énergivore. C'est Netflix plus YouTube, c'est 25% du trafic mondial Internet. Hein. C'est assez conséquent et colossal. C'est voilà, si c'est pour ouvrir une page Netflix et la laisser comme ça, et il ne faut pas oublier que voilà, il y a des temps de réponse, il y a des temps de chargement, il y a des requests sur serveur. Et fermer l'onglet et revenez le lendemain sur Netflix ou même sur YouTube. Est-ce que partager des vidéos et de faire de la consommation de vidéos en mode popcorn et voir des vidéos de chatons, c'est important, etc. Je suis pas sûr. Donc sans que ça devienne trop technique, tu peux nous expliquer juste qu'est-ce qui se passe quand je laisse mes mails ou quand je regarde une vidéo YouTube? Il y a un serveur quelque part sur la planète. C'est le problème des data centers. Qui réchauffe. Exactement. Et mon mail, le fait qu'il soit stocké quelque part, c'est justement, ça va augmenter la consommation de ces data centers. En fait, le digital, le numérique, au niveau mondial, c'est 16% de l'électricité mondiale. Si le digital devait être un pays, ça serait le 6e pays au monde en termes de consommation. Il faut savoir que, par exemple, la consommation des data centers dans ce pourcentage, c'est 1/3. Et il faut comprendre, et on le voit, on est à Vivatech, il y a de l'innovation, et il faut continuer comme ça, mais on rentre dans un monde qui va être de plus en plus numérique, de plus en plus connecté. Là, on ne parle pas encore de blockchain, on ne parle pas encore de technologie quantique, d'Internet des objets, etc. Donc en fait, cette consommation, elle va monter crescendo. Et vu qu'on est en train de vivre un changement de société, une révolution industrielle, au lieu de faire l'erreur qu'on a fait auparavant, réfléchissons dès maintenant à l'impact écologique et comment on peut produire responsable. Le but, c'est pas de se priver. C'est juste et les moyens existent. On ne doit pas s'offrir, on ne doit pas se priver, on ne doit pas vivre dans la misère, il faut juste réfléchir à nos actions. Oui, et le pire, c'est qu'on a les moyens. D'accord. Et pour revenir à vos deux solutions, on a eu pas mal de questions sur Ecosia, sur votre fonctionnement, et justement votre choix de planter des arbres. Est-ce que ce n'est pas juste un acte symbolique pour sentir bien avec soi-même? Est-ce que les arbres, c'est vraiment la façon la plus impactful, la plus efficace pour équilibrer le réchauffement climatique, le dérèglement climatique? Ouais. Alors l'arbre, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais parler des heures, mais l'arbre est la version de 30 secondes. C'est incroyable, c'est l'outil le plus incroyable pour régénérer un écosystème. Ouais. Ça va ramener le cycle de l'eau, ça va ramener tout simplement de l'ombre pour refroidir le sol, ça va permettre à d'autres végétaux de pousser, ramener une biodiversité avec les insectes, les animaux, les racines qui vont aller dans le sol pour ramener de l'eau. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qui peut se passer avec l'arbre. D'ailleurs, c'est aussi en France, dans l'agriculture, qu'on aurait besoin de ramener les arbres. On est en train de ramener les haies parce qu'on les a tous arrachés après la Seconde Guerre mondiale pour recycler les barbelés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne et qu'on fasse un peu confiance à la nature qui quand même est super intelligente et qui sait ce qu'elle fait. Donc là, il n'y a aucun doute que c'est un des moyens et surtout que ça permet après de recréer un vrai écosystème. Il y a des arbres où on peut vendre les fruits, donc ça relance l'économie locale notamment. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et je vais aussi une question, je crois, qui est très importante sur la protection des données. Alors aujourd'hui, nous, au niveau protection des données, on est exactement à la même hauteur que DuckDuckGo et Quant. Donc c'est pour nous une évidence. On est au même niveau de protection de données. La vraie différence, c'est qu'il y a une urgence et qu'on existe pour ça. Voilà. Et qu'on n'est pas là pour concurrencer Google, pour faire un maximum d'argent, pour faire... voilà, on est là pour vraiment restaurer un maximum de terre.
J'ai une question sur vos publics respectifs. Vous êtes là pour faire la communication de votre message, vos compagnies, etc. Est-ce que vous savez cibler qui sont les convaincus dans vos cas respectifs? Parce qu'on a plein de clichés sur l'Europe. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les Européens sont plus conscients sur le climat. On entend que la génération Y ou Z, les millennials, tiennent plus pour ces sujets. Toute la génération de Greta Thunberg et ses camarades à travers l'Europe. J'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal entre eux là récemment. Est-ce qu'il y a donc c'est quoi? C'est des différentes générations géographiques, de partis politiques qui sont vos camps, qui sont déjà convaincus et qui il faut toujours convaincre? Moi, ce qui m'excite le plus au sein du projet qu'on porte, c'est que le cœur du réacteur, c'est le discount. C'est parce que c'est moins cher. Et quand vous avez une proposition de valeur qui repose là-dessus, en fait, vous pouvez vous adresser à tout le monde. Moi, personne n'a besoin de signer avec son sang pour dire qu'il veut vraiment régler des problèmes environnementaux ou la situation des ouvriers chinois qui bossent chez Foxconn. Le premier driver, c'est le prix. Et du coup, ça me permet de toucher potentiellement un public hyper large. Et on fait parfois l'exercice d'essayer de dire, attends, mais qui est l'utilisateur type de notre plateforme? Et en fait, il n'y a pas de réponse. Donc peu importe à quoi je crois, à partir du moment que tu me proposes un produit qui est moins cher, ça devrait me toucher. Oui, ça touche, c'est très universel. Mais pour être l'avocat diable, je dirais que ça reste une classe qui est plus sensible au prix. Non, mais après, vous avez des gens qui sont aussi, qui gagnent très bien leur vie et qui n'ont pour autant pas envie de payer une tablette à 1200 €, quoi. Enfin, c'est des gens qui existent, heureusement. Et voilà, donc je pense que ça nous rend un peu universel. Après, il y a des vrais fractaires, c'est les types qui font la queue à l'Apple Store quand Apple sort un nouveau téléphone. Ils sont de moins en moins nombreux, mais ces gens-là, je ne vais pas perdre de temps à essayer de les convaincre. Je préfère récupérer leurs produits et les revendre ensuite. Ferdinand, étant donné que c'est digital, vous savez analyser d'où viennent les utilisateurs? Quel est leur âge, quel est leur métier, Alors quel est leur justement, on est démographique? dans la protection des données, donc on ne sait pas beaucoup. C'était une question trompeuse juste pour voir si tu sais. La question si piège, tu sais, on a en un fait. problème. Non, on sait que notamment parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux aussi, et là on voit les interactions. Et d'ailleurs, toutes les questions qui sont posées, vous allez les trouver sur les réseaux sociaux. On publie nos rapports d'activité si vous voulez savoir où part l'argent. C'est une communauté relativement jeune, donc moins de 35, voire moins de 20 ans, assez féminine. Ah ouais? Donc il y a vraiment quelque chose de chouette qui se passe là. Et après, alors ça peut paraître, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai vécu parce que mon éveil écologique n'est pas du tout extérieur, il était intérieur. C'est ceux qui ne fuient pas leur propre souffrance. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à ne pas se distraire tout le temps, mais à vraiment chercher le bonheur à long terme et qui écoutent un peu les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Je suis persuadé que c'est peut-être pas l'écologie, c'est peut-être autre chose, le social, c'est peut-être mais il y a quelque chose qui va vous toucher et qu'une fois que vous avez ouvert les yeux là-dessus, c'est dur de les refermer. Et ça, c'est au départ quelque chose de très égoïste chez moi où j'étais malheureux. Et au lieu de me distraire, j'ai accepté ce malheur et du coup, maintenant, j'ai choisi un chemin qui me comble beaucoup plus. Voilà. Non, vous convergez, je trouve ça très intéressant pour les communicants de tous les gens qui étaient là aujourd'hui, de comment et avec qui parler pour changer le comportement. Anthony, chez vous, c'est plutôt B2B, donc vous travaillez beaucoup avec des entreprises, pas forcément avec des utilisateurs, un peu les deux si je comprends bien, mais est-ce que tu sais un peu simplifier, vulgariser qui sont ceux qui vous suivent et qui sont ceux qu'il faut toujours convaincre? On a beaucoup d'entreprises, de collectivités, mais aussi de citoyens, parce qu'on fait pas mal d'actions d'évangélisation, de conférences. Excusez-moi. On fait pas mal d'actions d'évangélisation, de conférences dans des universités, etc. Mais oui, je voyais une question passer au sujet des grands groupes. Ils sont... en fait, j'ai un souci, moi, avec diaboliser les grands groupes. On peut diaboliser un PDG, un COMEX, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un citoyen, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Et donc, forcément, s'il a dans son quotidien une volonté ou une velléité d'agir sur des questions climatiques, etc., il va essayer de le transposer dans son quotidien professionnel. Donc moi, c'est très drôle parce que on a beaucoup de chefs de projet, de middle management qui viennent prendre contact avec nous pour voir comment on peut les accompagner dans leur transformation digitale et faire en sorte que ce soit une transformation digitale durable, parce que c'est quelque chose qui se fait facilement. Et tu sais les catégoriser? Quel est leur profil de ces gens qui viennent vers vous? Ou c'est un peu tout le monde? C'est un peu tout le monde. Ouais. Honnêtement, c'est un peu tout le monde. Et, vous travaillez dans quel pays?
Alors nous, on est installé en France, on travaille en France, au Luxembourg, en Suisse. On a un bureau maintenant à Cape Town, en Afrique du Sud, où ça bouge énormément. Vraiment, il faut avoir un regard très très attentif sur le continent africain parce que contrairement à nous ou même aux Américains, les pays d'Afrique font des sauts technologiques. C'est-à-dire que dans les usages, ils font des bons. Il y a des pays en Afrique où il n'y a plus de monnaie, hein. Ils utilisent leur smartphone alors que nous, courage par rapport à ça. Donc ouais, on est aussi sur le marché américain. On travaille beaucoup à New York auprès de grands groupes et notamment d'acteurs financiers et énergétiques. Malheureusement, on devra conclure. Je pense que le message principal pour moi, c'est qu'il faut être alerte parce que les enjeux sont très importants, mais il y a aussi un message rassurant que la jeune génération, comme tu viens de nous dire, est plus consciente. Donc, ils vont grandir, ils seront plus nombreux, qu'il y a des solutions qui sont en place, qu'il y a des compagnies qui se battent pour ce genre de causes. Donc, merci beaucoup à vous trois pour vos activités et pour être venus pour ce débat ici à Vivatech. On peut les applaudir. Merci à vous.